une défiance qui s'accroît jusqu'à se muer en véritable confrontation, alors indirecte Oui. entre la Russie et l'Occident, Mm. et directe, hélas, entre la Russie et l'Ukraine, depuis donc février 2022. Alors, c'est donc à cette date que la guerre de haute intensité est revenue en Europe, et donc la Russie a finalement opté pour une posture d'invasion, avec peut-être alors la présomption ou l'anticipation de rééditer une sorte de, non pas de coup de Kiev, mais un nouveau coup de Prague. Et puis là, mais cette présomption s'abîme finalement sur le mur de la résistance ukrainienne, alors certes qui a été étayé par l'aide occidentale, mais également, et vous évoquez pour la Russie l'expression de puissance militaire fantasmée, aussi sur le mur de ses propres lacunes également. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de situation d'impasse stratégique où finalement, aucun des deux camps ne semble vouloir ni perdre, ni pouvoir perdre. Et je dirais aussi, et c'est une autre question, si la Russie n'a pas anticipé la résistance ukrainienne, le renforcement de l'OTAN, la solidarité qui s'est maintenue et qui s'est même accrue entre les Européens, on pourrait dire que presque comme en miroir, l'Occident n'a pas anticipé ou a sous-estimé la résilience russe, à la fois une résilience politique, le régime tient, sociale, à part quelques aléas, je dirais, la société aussi suit le régime, ou en tout cas ne conteste pas. Une résilience militaire, alors grâce sûrement à une partie de levée de conscription, économique et stratégique. Alors peut-être que cette diplomatique, je voulais dire, pardon, diplomatique, et donc peut-être que cette résilience, elle est à la fois puisée, je dirais, dans ce qu'on pourrait appeler la profondeur stratégique russe, mais également aussi peut-être une perte d'influence relative, en tout cas, de l'Occident sur la scène internationale. En tout cas, je suis tout à fait en phase avec vous sur l'idée que les Russes, alors je ne sais pas si c'était le coup de Prague ou autre chose, mais en tout cas, c'était l'idée d'une petite guerre. Et quand on était encore fin 2021, début 2022, à se demander si c'était vraiment envisageable que les Russes puissent se lancer. Il y avait à propos d'un certain politologue assez proche du Kremlin, et en tout cas qui est souvent une caisse de résonance des choses qui s'y disent et qui s'y pensent. Et je me souviens que là où j'ai commencé vraiment à me dire « là, ça va pas aller », c'est quand il a dit « finalement, on a essayé », et ça rejoint ce dont on a parlé précédemment, hein, on n'a pas réussi par la voie diplomatique à obtenir une évolution de l'ordre international de sécurité qui corresponde mieux à ce qu'on attend. Une petite guerre, dit-il, dans ce genre de circonstances, ça peut permettre de tout remettre à plat et d'obtenir finalement ce que l'on souhaite. Et sur la puissance militaire fantasmée, je pense que c'est important d'en parler aussi parce que la Russie a beaucoup... Déjà dans son histoire, on parle souvent de militarisme constitutif de la Russie, donc elle a toujours misé très amplement sur les leviers militaires de la puissance pour s'imposer ou imposer ses vues dans le jeu international. Fantasmé par nous aussi, hein, parce que voilà, on a un peu trop vite conclu que l'armée russe était devenue la deuxième armée au monde. Moi, j'avais quand même quelques doutes sur la question parce que voilà, la réforme, elle ne datait que d'une petite dizaine d'années. C'était sur un terrain extrêmement dégradé puisque l'armée russe était extrêmement détériorée après 15 ans de sous-investissement. Donc, je trouvais que ça allait vite en besogne. Mais il y a eu la Syrie où la Russie, de fait, avec une opération militaire plutôt bien orchestrée, a réussi à renverser finalement la situation sur le terrain et aussi du coup à s'imposer comme puissance diplomatique au Moyen-Orient. Il y a eu, voilà, il y a l'hypersonique, il y a des grands exercices militaires qui envoient beaucoup de poudre aux yeux. Finalement, il y a peut-être eu un petit effet Potemkin, mais je pense que le fantasme, il était aussi du côté de Vladimir Poutine. Et là, on touche aux limites des régimes autoritaires où finalement ça devient tellement personnalisé qu'il n'y a plus grand monde qui approche le grand chef. Et puis le grand chef, finalement, on a tendance à lui dire ce qu'il veut entendre. On ne fait pas remonter forcément les bonnes informations. Donc je pense que Vladimir Poutine lui-même n'avait pas une idée extrêmement précise de l'état réel de ses forces armées. Mais encore une fois, vous parliez de guerre de haute intensité.
la Russie ne se préparait pas de toute façon à une guerre de haute intensité, ni en Ukraine, ni d'une façon générale. Quand on regardait le débat militaire et stratégique russe dans les mois et les années qui précédaient, bien sûr qu'il y avait l'idée d'une situation qui se tendait quand même avec les pays occidentaux, avec l'OTAN, mais plutôt l'idée qu'on pouvait éviter un affrontement cinétique majeur de longue durée, et qui valait mieux d'ailleurs pour la Russie compte tenu de l'état de ses forces armées. Ça, je ne peux pas croire que les militaires russes ne le savaient pas, et ça se ressentait dans la teneur du débat, justement, où on parlait plutôt de comment éviter la guerre, comment faire la guerre par d'autres moyens que par l'affrontement de force. Donc là, on en arrive à ce que vous évoquez, c'est-à-dire effectivement la sous-estimation des Ukrainiens. Enfin, on peut se souvenir quand même que Vladimir Poutine, le 24 février, quand il lance son, je mets les guillemets, opération militaire spéciale, il y a dans cette allocution une adresse aux Ukrainiens, à la population ukrainienne et à l'armée ukrainienne qui dit voilà, déposer les armes et tout va bien se passer. Vraiment, c'était l'idée d'orchestrer un changement de régime en pensant que le gouvernement allait fuir ou qu'on allait pouvoir le neutraliser facilement. Et que grosso modo, mais là aussi côté occidental, beaucoup de gens ne croyaient pas en cette résistance de la population ukrainienne et encore moins à l'efficacité de l'armée ukrainienne. Donc là, tout le monde a un peu fantasmé et s'est un peu trompé dans les choses à attendre. Et puis il s'est trompé, comme vous le disiez aussi, sur le régime russe, sur comment allait réagir l'Occident, peut-être en sous-estimant le fait que de notre côté, peut-être qu'on n'avait pas tellement envie, mais qu'il fallait qu'on réagisse assez fortement parce que d'autres regardent la réaction des pays occidentaux et que si on avait réagi mollement, et c'était ce qu'escomptait probablement le Kremlin, c'est-à-dire un effet de sidération. En plus, c'est un peu ce qu'on avait montré ces dernières années, c'est-à-dire côté européen, on agissait en rang plutôt dispersé par rapport à la Russie. Et puis, je pense qu'il misait justement sur cette armature énergétique de la relation en pensant que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aurait toujours ça qui ferait qu'il y aurait des leviers sur nous, il y aurait toujours une pérennité de cette relation au travers de l'énergie. Et puis, côté américain, et ça je pense que les Russes misent encore un peu là-dessus, on en reparlera peut-être, l'idée que les États-Unis avaient montré qu'ils voulaient se concentrer sur l'Indo-Pacifique et que bon, ils feraient le minimum vital et que de toute façon tout irait très vite. Donc c'est cette erreur en fait qui nous amène à la situation actuelle. Alors c'est vrai que face à la résilience ukrainienne dont vous parliez, qui est très, très impressionnante, enfin, qui force le respect, y compris après que Vladimir Poutine décide d'y aller encore plus fort à travers la campagne de frappe à partir d'octobre à peu près, avec ce durcissement, avec les référendums d'annexion en septembre 2021, qui quand même limite les marges de manœuvre, parce qu'une fois qu'il a orchestré des référendums d'annexion, c'est plus difficile de revenir en arrière. Ça, c'est tout à fait clair. Et par ailleurs, un mois plus tard, il commence ses campagnes de frappe avec les drones qu'il acquiert auprès des Iraniens, avec les missiles de précision qui lui restent, des frappes sur des infrastructures critiques, énergétiques, qui quand même auraient pu user la population ukrainienne, mais qui, voilà, s'est construite comme nation contre la Russie à partir de 2014. Et ça, je pense que les Russes, certains devaient le savoir, n'ont peut-être pas osé, vu comment Poutine en parlait, remonter l'information dans son intégralité. Voilà, on peut aussi s'auto-intoxiquer dans des régimes comme ceux-là. Ce genre de choses n'est pas forcément inédite. Et la résilience russe, alors oui, effectivement, d'abord par rapport aux sanctions, il faut voir sur le temps long. C'est vrai que les sanctions, on le sait, ça n'a pas un impact immédiat. Il faut aussi prendre en compte le fait que la Russie s'est adaptée déjà à des sanctions depuis 2014, mais qui n'étaient pas de la même ampleur. Donc, bien sûr, là, il y aura des ajustements beaucoup plus importants à faire, mais en notant qu'on est dans un système international où il y a quand même plus d'ouverture et d'alternatives, pas complètes, bien sûr, possibles, qui permettent quand même à la Russie d'amortir le choc sur un terme assez long. Alors, bien sûr, on peut menacer les pays qui, de fait, ne prennent pas de sanctions et donc que nous considérons comme aidant la Russie. On peut les menacer de sanctions secondaires, mais ça peut aussi être à double tranchant et
ça peut accélérer le mouvement que certains voudraient bien enclencher, où de plus en plus on essaye de se passer du dollar, de desserrer la dépendance qu'on peut avoir dans les relations avec les pays occidentaux. Ça peut aussi nous faire apparaître comme étant hégémonique, effectivement, et comme ne voulant pas partager mieux le pouvoir international. Donc il faut être quand même très prudent dans la façon dont on réagit au fait que, oui, beaucoup de pays ne prennent pas de sanctions à l'encontre de la Russie et qu'on a vu que ça lui donnait des marges de manœuvre. Par ailleurs, la population, sur le volet des sanctions, alors déjà jusqu'ici, le pouvoir a fait en sorte que chaque partie de la population ne sente pas trop les difficultés. Les sanctions en elles-mêmes, en termes politiques, ça permet à Poutine de finalement d'étayer son avis selon lequel l'Occident, d'une façon générale, est en guerre tous azimuts contre la population russe, qui elle-même est quand même élevée dans cette idée depuis 2014, et même un petit peu avant, par la propagande d'État, la propagande de la télé d'État. Tout le monde ne s'alimente pas en information là-dessus, mais c'est quand même très très solidement ancré dans beaucoup d'esprits en Russie. Donc ça aide aussi à passer le choc. Ensuite, bon, nous, je pense, hein, nous, quand je dis nous, les pays occidentaux, ont sans doute beaucoup misé sur justement les sanctions à l'encontre des oligarques qui ont quand même beaucoup perdu dans cette affaire-là. Mais là, on est entre, du point de vue du pouvoir russe, il y a un peu d'intimidation, c'est-à-dire que Poutine, dans une de ses allocutions, a pu parler d'une 5e colonne, tous ces acteurs qui étaient allés investir leurs moyens, non pas en Russie, mais ailleurs, et qui peut-être préfèrent, je ne sais pas, la Côte d'Azur à des investissements en Russie. Donc il y a quand même assez nettement une position d'intimidation par rapport à ces acteurs-là. Et puis la majeure partie d'entre eux, aujourd'hui, de toute façon, point de salut en dehors de la Russie, parce que leurs intérêts à l'étranger, c'est un petit peu coincé. Alors, certains vont investir en Turquie, d'autres ailleurs, mais voilà, aujourd'hui, leur destinée, elle est finalement paradoxalement encore plus liée au sort du régime. Et donc les élites, j'ai lu une enquête un travail très intéressant d'une politologue russe qui est basée en France, Tatiana Stanovaya, qui expliquait que visiblement, une grande partie de l'élite ne rêve que d'une chose, c'est la fin de cette guerre, quelle que soit la façon dont elle se termine. Bon, bien sûr, préférant une victoire, même si c'est difficile de savoir comment on pourrait la délimiter, la définir, une victoire de la Russie, mais voilà, qui ne peuvent pas se mobiliser contre le pouvoir en l'état actuel des choses. Donc il y a une résilience, effectivement, côté russe, et je pense que tout ce que fait la Russie ces derniers temps montre qu'il mise sur le temps long. Déjà, il y a ces fortifications qui incarnent ça hein, sur le terrain, conquis. Oui. Donc ça, c'est en soi, c'est assez édifiant en fait sur la perspective russe, et en tout cas pas du tout une perspective de finalement revenir en arrière et d'abandonner la partie. Il y a la perspective que, il n'y aura peut-être pas d'usure côté ukrainien, mais peut-être que du côté des soutiens occidentaux, il pourrait y avoir une usure. Et voilà, je pense qu'à Moscou, on a bu du petit lait en lisant la presse américaine dernièrement avec les propos de M. DeSantis, donc un des candidats probables républicains à la présidentielle américaine, sur le mode. Finalement, défendre l'Ukraine ne correspond pas à un intérêt vital pour les États-Unis. Donc il y a tout ça. Il y a aussi, comme vous le disiez, la profondeur stratégique. Bien sûr, la Russie a des ressources. Bon, après, cette industrie d'armement qui est actuellement en train de tourner en 3-8, elle a certainement ses limites, mais enfin, elle a toujours eu ses limites. Ça ne l'a pas empêché de rester numéro 2 sur le marché mondial de l'armement jusqu'à un passé récent. Donc, je pense qu'elle a, elle aussi, une certaine résilience et une certaine forme de créativité qui est quand même assez traditionnelle de cette industrie d'armement. Et donc, même en termes démographiques, je pense que la Russie, à tort ou à raison, mais son calcul, c'est plutôt, effectivement, de miser sur une résilience plus forte de son côté, être habitué aux épreuves, hein, quand même bien mettre en avant le président Poutine qui ne mégote pas sur les références à la Grande Guerre patriotique, en suggérant que ce qui se passe actuellement est peut-être une nouvelle Grande Guerre patriotique. Alors, ça nous invite à peut-être avoir un regard prospectif vers l'avant. Vous avez cité Georges Sokolov. Alors, est-ce que, et ça, ce qualificatif de puissance pauvre concernant la Russie, alors est-ce que finalement on n'est pas encore face à une péripétie tragique de cette situation de puissance pauvre? Comment vous voyez
une situation post-conflit pour la Russie, sauf évidemment si ce conflit menait à une montée aux extrêmes. Comment elle pourrait se situer stratégiquement sur la scène internationale vis-à-vis, par exemple, de la Chine ou d'autres pays qui, sans la soutenir ouvertement, en tout cas ne l'ont pas condamnée ou sanctionnée. Voilà, qu'est-ce que vous... Ouais, alors sur le l'analyse, positionnement oui. international, parce que c'est quand même aussi une clé pour la Russie de savoir comment tout ça va avoir un impact sur son positionnement, encore une fois, de grande puissance, puisque c'était... Et là, un enjeu pour Poutine, hein, c'était quand même une partie de son legs Oui, à donc la on revient, Russie, oui. c'est-à-dire avoir réimposé la Russie, que ça nous plaise ou non, parce que les modalités n'étaient pas forcément toujours extraordinairement sympathiques, mais il a quand même ramené la Russie sur le devant de la scène pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est vrai que si de notre côté, c'était plutôt perçu comme une caractéristique internationale plutôt négative, qui se réalisait beaucoup sur le mode de la nuisance, eh bien ailleurs, en Afrique, dans certains pays du Moyen-Orient, dans certains pays asiatiques, la Russie réapparaissait comme peut-être une puissance qui amenait un peu d'équilibre, qui pouvait amener d'autres opportunités, etc., etc. Donc ça, un des enjeux pour la Russie actuellement, même si en ce moment elle y consacre un petit peu moins d'énergie diplomatique, ça va être de maintenir ça. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il y a ces déséquilibres qui vont se creuser, parce qu'ils étaient déjà là avant, dans les relations avec notamment la Chine. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet clé. Et puis c'est important parce que dernièrement, il y a eu cette visite de 3 jours de Xi Jinping en Russie, où on s'est demandé finalement, est-ce qu'il allait aller plus loin dans le soutien qui est quand même assez réservé, mais soutient quand même à la Russie dans le contexte de cette guerre. Et c'est vrai que c'est le plus problématique pour la Russie, parce que qui s'inquiétait déjà avant de voir le différentiel de puissance se creuser entre les deux à son détriment sur le domaine économique. Évidemment, il y avait la démographie, l'aspect technologique également, donc sur tous ces aspects-là. Et là, aujourd'hui, très clairement, la Russie est encore plus dépendante qu'avant de la Chine pour essayer de trouver des alternatives pour ses hydrocarbures. Il faut bien trouver des marchés alternatifs et la Chine, en théorie, devrait en être un assez important. On voit que la Chine profite bien des tarifs privilégiés que la Russie aujourd'hui est un peu contrainte de pratiquer vis-à-vis de la Chine, de l'Inde, la Turquie aussi, qui en ce moment achète beaucoup de pétrole parce qu'il est à bon prix en ce moment, le pétrole russe. Et donc vis-à-vis de la Chine, un problème pour la Russie, c'est qu'il faut qu'elle puisse montrer à d'autres pays amis, en Asie notamment, donc, qui eux s'inquiètent de la montée en puissance chinoise, Inde, Vietnam, qui déjà avant 2022 s'inquiétaient de la possibilité pour la Russie d'avoir sa propre politique en Asie et de pouvoir équilibrer la puissance chinoise. Là, évidemment, si elle est trop dépendante de la Chine, qu'est-ce qu'il reste finalement de cette capacité de la Russie d'être une puissance d'équilibre, voire une puissance d'arbitrage dans la zone Asie-Pacifique. Donc ça, c'est un premier point, et c'est vrai que pour la Russie, c'est un grand point d'interrogation. Après, je pense que le Kremlin actuellement suppose qu'il y a un point d'équilibre dans cette affaire-là, c'est le fait que les États-Unis mettent la pression sur les deux simultanément. Et on le voit dans les documents stratégiques américains, il y a 2 grands défis stratégiques, c'est la Russie et c'est la Chine. Et on voit bien que ces derniers temps, la pression s'intensifie aussi, américaine, s'intensifie aussi sur la Chine. Et ça, la Russie pense que ça l'avantage, ou en tout cas ça équilibre un peu le rapport de force, dans le sens où ça fait que la Chine a un petit peu besoin d'elle quand même. Et je pense que la Russie a bien compris que pour la Chine, la catastrophe, ce serait une défaite massive de la Russie. Encore une fois, il faut voir comment on peut définir ce qui serait une défaite ou une victoire pour la Russie. Mais il ne faudrait pas quelque chose qui, finalement, vu de Pékin, montre, finalement, redore le blason des Occidentaux, dont on espérait à Pékin comme à Moscou avant 2022 qu'ils soient en pleine déliquescence. Donc ça, c'est un premier sujet. Voilà. Après, il y a ce volet militaire, parce que la Russie a tant misé sur le volet militaire pour se remettre sur le devant de la scène. Bon, là, on peut considérer que même si, et là, Poutine en joue beaucoup dans ses discours, il n'arrête pas de dire qu'en fait, il n'a pas l'Ukraine contre lui, il a toute la machine militaire de l'Occident collectif. Enfin, de l'Occident collectif. Et ça lui permet quand même de... Voilà, je pense que ça, on le voit aussi, en tout cas, c'est comme ça qu'on le regarde au Moyen-Orient, dans certains pays asiatiques ou dans certains pays africains. C'est, bon, d'accord, la Russie, elle se débrouille pas très bien militairement,
militairement. Qualitativement, ça n'a pas l'air d'être une si belle armée que ça, mais en même temps, ils ont en face l'équipement militaire occidental, le renseignement militaire occidental qui aide bien l'Ukraine. Donc ça équilibre un petit peu les perspectives, et en tout cas, c'est ce que cherche Poutine quand, dans toutes ses allocutions, il parle de ça. Il dit contre nous, c'est la puissance militaire occidentale. Et puis c'est vrai aussi que peut-être la Russie a moins d'énergie diplomatique à consacrer à tous ces terrains où elle avait essayé de faire un retour ces dernières années. Mais j'observe qu'au Moyen-Orient, elle essaye quand même, on ne l'a pas vu vraiment dégarnir sa présence militaire en Syrie, qui est quand même sa planche, son tremplin en fait vers l'ensemble du Moyen-Orient, et qu'elle essaye quand même de montrer qu'elle continue à parler à tout le monde. Et pour l'instant, ça semble plutôt bien fonctionner. Donc c'est une Russie qui n'est pas un paria. Bah, auprès de nous, oui, et auprès des pays qui sont proches de nos approches, mais pas global. Et c'est pour ça que la Russie parle de la majorité globale, en espérant que cette majorité globale va continuer à rester sur cette position qui reflète effectivement, et ça je crois qu'il faut en tenir compte, le fait que un peu partout dans le monde, il y a quand même un agacement par rapport à certains positionnements occidentaux, avec l'idée que nous avons peut-être, en tout cas les États-Unis ont peut-être été les premiers à remettre en cause l'ordre international onusien avec l'intervention en Irak. Ça revient beaucoup dans les discussions, l'idée que peut-être il y a certains conflits qui sont plus importants que d'autres aux yeux des pays occidentaux et que c'est quand même problématique. L'idée que les réfugiés de tels conflits sont mieux accueillis que les réfugiés d'autres conflits. Donc il y a tous ces éléments-là sur lesquels la Russie peut s'appuyer, même si ça ne fait pas un soutien à la Russie, parce que c'est vrai que la Russie n'a pas forcément énormément de choses à proposer et n'est pas forcément un modèle. Là où je vois quelque chose qu'il faut peut-être suivre et qui pourrait ressembler à une sorte de soft power russe, parce que nous, on s'étonne, on voit quand Poutine parle de l'Ukraine, il parle de ces référendums d'annexion, puis tout d'un coup, il glisse une mention de parent 1, parent 2. Et puis après, il va évoquer notre caractère sataniste. Bon, ça peut paraître décalé, ridicule même. Et en fait, il parle constamment du fait que l'Occident serait en décadence morale, sociétale, et que ça aussi nous chercherions, dit-il, à l'imposer au reste du monde. Et là, je pense qu'il essaye en fait d'abord, je pense qu'il le pense et que ça correspond à sa vision des choses personnelle, mais je pense aussi qu'il sait que finalement, effectivement, un peu partout dans le monde, la façon dont les choses évoluent en Occident sur l'organisation familiale, des choses comme ça, la place faite aux minorités aussi, quelles que soient ces minorités, eh bien, c'est quelque chose qui peut être rejeté un petit peu partout dans le monde pour des raisons morales, échelle de valeur sur le plan de l'organisation sociétale et familiale. Et donc ça, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que ça peut aussi être quelque chose que Vladimir Poutine va essayer de mobiliser assez fortement à l'échelle internationale contre les pays occidentaux, ce qui veut dire aussi que dans cette guerre où il considère qu'en fait il est dans une guerre américaine par procuration, enfin occidentale, par procuration contre la Russie, ça veut dire qu'il n'a pas dit son dernier mot et qu'il essaye quand même de garder des soutiens et en tout cas de faire en sorte que un des objectifs finalement peut-être secondaires de cette opération militaire spéciale qui était de montrer effectivement que l'Occident était affaibli, qu'il n'arrivait plus à agir de manière coordonnée, que l'OTAN était peut-être une alliance militaire forte mais faible politiquement, que l'Union européenne était affaiblie et velléitaire finalement sur le plan stratégique. Eh bien, ça, je pense qu'il n'a pas encore renoncé à faire avancer cette partie-là de son projet. Alors peut-être pour terminer, question concernant l'Europe et j'allais dire sa sécurité. On a vu que la tentative de désescalade qui était portée par la France a échoué. On a vu, vous l'avez évoqué, que les échanges commerciaux entre l'Europe et la Russie n'ont pas joué un rôle d'amortisseur de tensions géopolitiques. L'Ukraine, finalement, que certains pouvaient penser comme un pont entre deux mondes, l'Europe et puis la Russie, finalement risque de devenir un mur entre l'Union européenne et la Russie. Alors, comment vous entrevoyez la sécurité future sur le continent une fois que le conflit sera achevé ? Alors sur l'architecture de sécurité, déjà un des paradoxes, et c'est pour ça que
Vladimir Poutine probablement veut surenchérir sur l'affaiblissement des Occidentaux. En Europe, ce qu'il a obtenu à travers cette guerre, c'est plutôt tout l'inverse de ce qu'il voulait initialement et que nous avons évoqué au début de l'entretien. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui, l'OTAN s'est réimposée comme pilier de la défense européenne. Je pense qu'aujourd'hui, parler d'autonomie stratégique, ça ne fait pas forcément très florès, hein. Donc on voit l'OTAN qui se renforce, qui renforce le flanc Est, qui également va sans doute encore s'élargir, hein, Finlande, Suède, même si la Turquie bloque un peu, mais voilà, là on est vraiment un petit peu à rebours de ce que souhaitait la Russie. Du côté Union européenne, bon, bah, effectivement, aujourd'hui l'Ukraine est officiellement candidate à l'Union européenne, de même que la Moldavie, donc là aussi ça va complètement à rebours des espoirs de la Russie. Et pire encore, en termes politiques, ce que la Russie constate comme nous, hein, c'est peut-être que ce moteur franco-allemand, il semble moins valide aux yeux de certains pays européens que par le passé, et on parle beaucoup d'un déplacement du centre de gravité politique vers l'Est, vers la Pologne, etc., qui aurait peut-être marqué une supériorité sur le plan moral par rapport à ce conflit, tandis que d'autres auraient été plus hésitants. Et bon, comme la Russie a toujours plutôt misé sur la France et l'Allemagne comme facteurs modérateurs et comme pays qui toujours voulait ancrer la Russie au continent européen en considérant que sans cela, il n'y aurait pas de sécurité européenne. Bon, ben là, on est vraiment dans quelque chose de très différent de ce que Poutine, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a essayé d'orchestrer. On voit aussi des éléments de durcissement, puisque la Russie a annoncé, par rapport à l'architecture de sécurité européenne, hein, elle a annoncé qu'elle allait établir un corps d'armée en Carélie, donc qui fait face à la Finlande, qu'elle va reconstituer les districts militaires Leningrad et Moscou pour mieux concentrer son effort militaire face à cette nouvelle menace otanienne qui est plus forte qu'avant le début de la guerre. On vient d'apprendre que sans doute la Russie avait l'intention de déployer des armes nucléaires en Biélorussie. Alors, il faut voir si les choses se font, parce qu'il peut y avoir aussi un effet d'annonce. Et c'est un peu ce à quoi je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie, finalement, dans ce contexte qui est durci, très nettement, où le rapport de force militaire, à nouveau, va être finalement un critère d'évaluation de la sécurité des uns et des autres. Je pense que c'est pour ça que la Russie fait un peu de surenchère par rapport à ses projets de réforme militaire, même si on peut douter, voilà, il va y avoir un travail de reconstruction des forces armées. Donc, l'idée de suspendre l'application du traité New Start, la projection potentielle d'une force nucléaire en Biélorussie, tout ça c'est aussi pour durcir cette idée du rapport de force et peut-être nous obliger, nous occidentaux, à revenir tôt ou tard à une table de négociation où il faudra effectivement discuter du rapport de force militaire, un peu comme on l'a fait pendant les années de guerre froide, et puis finalement on a fini par rétablir des passerelles progressivement entre les deux parties de l'Europe. Mais dans ce cadre-là, la Russie veut être en position de force et montrer qu'elle a encore de la ressource sur le plan militaire, qu'elle a des alliés. Et c'est vrai que la Biélorussie, de ce point de vue-là, c'est quand même, du point de vue géographique, une plateforme assez intéressante du point de vue du bras de fer entre la Russie et l'OTAN. Donc voilà un peu le paysage qui nous attend, parce que je ne vois pas, même s'il y avait un changement de pouvoir à Moscou, vous savez qu'il y a une présidentielle l'année prochaine en Russie, admettons même que Vladimir Poutine, pour des raisons diverses et variées, estime qu'il a un bon successeur. Moi, je pense que suite à ces décennies de propagande d'État sur la relation Russie-Occident et sur la répartition des torts, hein, entre les uns et les autres, plutôt du côté occidental quand on est dans la perspective russe, voilà, je n'imagine pas un pouvoir qui serait sur une ligne sensiblement différente par rapport à tous ces enjeux vis-à-vis de Poutine. Surtout que s'il cède le pouvoir, c'est parce qu'il pensera qu'il cède le pouvoir à quelqu'un qui va quand même, bon an mal an, poursuivre son héritage. Donc voilà, je crois que c'est ça, hein, l'avenir qui nous attend en matière d'architecture de sécurité européenne. Et c'est là peut-être que Poutine aussi mise sur les différences de sensibilité, mais sur un temps plus long, bien sûr. En Europe,
voilà, il y a des pays qui aimeraient bien, en fait, je pense à la Hongrie notamment, qu'on en finisse avec cette guerre et que bon an, mal an, on en vienne assez vite aux relations avec la Russie comme avant. D'autres qui pensent que la Russie va rester agressive un bon moment, mais que c'est quand même le pays voisin et qu'il va bien falloir lui reparler d'une façon ou d'une autre. Et j'imagine que c'est un petit peu la teneur de cette main tendue qui a été un petit peu compliquée à suivre d'Emmanuel Macron sur le sujet de la Russie. Mais voilà, je pense que c'était peut-être ça qu'il avait en tête. Et puis ceux qui pensent que de toute façon la seule solution pour les décennies à venir, c'est de dresser un mur le plus solide possible entre la Russie et nous. Et donc là, peut-être aussi qu'il y a certains arbitrages qui ne vont pas être si simples et qui pourraient à terme déliter un peu cette image d'unité qu'on a su contre toute attente. Et même nous, je pense qu'on en est surpris face à la Russie qui effectivement s'est montrée extrêmement agressive. Mais pas seulement cette dernière année. En fait, une des raisons pour lesquelles notre réaction a été aussi forte, c'est qu'en fait, ça a peut-être été une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui se remplissait qui quand se même remplissait, fortement ce que vous avez... depuis une bonne décennie. Bien, Isabelle Facon, nous arrivons au terme de cet entretien et je voudrais vous remercier à nouveau pour cette participation à ce cours en ligne. Merci donc pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés aujourd'hui sur la Russie et sur cette confrontation stratégique qui l'oppose aujourd'hui à l'Occident. Merci à vous.